Ravi de vous revoir et de vous savoir nombreux câblés sur la Diaspora TV dans notre émission Quoi savoir. Les États-Unis sont en effervescence, la campagne bat son plein et les meetings se multiplient. L'élection présidentielle s'approche à grands pas. L'élection, voilà la thématique que nous allons développer avec notre invité, M. Georges Tchounou, qui va éclairer la lanterne du citoyen lambda ou d'un immigrant lambda, si vous permettez le terme, dont l'esprit serait taraudé par certaines questions relatives à l'élection. Alors, nous n'allons pas parler particulièrement de l'élection présidentielle, mais nous allons généralement parler des élections aux États-Unis d'Amérique. Une fois encore, bienvenue dans Quoi savoir. Et je vais profiter pour souhaiter la bienvenue chaleureuse à notre invité qui n'est plus à présenter. Soyez le bienvenu. Merci mon frère. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation et ça a toujours été un plaisir de vous avoir avec nous pour développer certaines questions qui vont éclairer les immigrants et en particulier notre communauté. Alors quand on parle de l'élection, qu'est-ce qu'on doit savoir? Okay, merci, c'est une excellente question. Et généralement, quand nous parlons de l'élection, nous parlons du choix ou de la désignation par voie de vote d'un représentant ou de nos représentants. Donc, que ce soit spécifiquement dans le cadre des États-Unis, on parle du représentant qui sera le président de la République, du vice-président qui vont diriger le pays. Et au niveau du Congrès, il y a des représentants de la Chambre et puis il y a le sénateur. Et au niveau des États, nous parlons de nos gouverneurs. Au niveau local, nous parlons des maires. Voilà. Et puis puisque nous sommes habitués en tant qu'Africains, même dans la diaspora, à avoir des élections où nous élisons les responsables de nos différentes associations. Donc voilà en fait ce qu'on appelle l'élection. Oh, merci pour la réponse. Je vois que vous avez bien subdivisé les élections que nous avons, mais je vais vous demander de nous dire clairement combien de types d'élections nous avons aux États-Unis et est-ce que à ces élections peut participer tout le monde ou il y a des élections réservées pour une catégorie de personnes? Je vais peut-être prendre la deuxième partie de la question. Et pour les élections spécifiques dont nous allons parler aujourd'hui, il faut être citoyen américain pour y participer. C'est-à-dire que si vous avez le green card ou la résidence permanente, vous ne pouvez pas voter dans ces élections. Donc, en fait, pour catégoriser les élections, il y a trois types d'élections. Il y a au niveau fédéral, il y a l'élection du président de la République et du vice-président. Et puis, il y a l'élection des sénateurs et des membres de la Chambre des représentants. Au niveau étatique, nous avons l'élection de nos gouverneurs et puis l'élection des représentants étatiques. Il y a certains États aux États-Unis qui ont également la Chambre des représentants et le Sénat. Et puis, il y a d'autres États qui n'ont que la Chambre des représentants. Et puis, au niveau local, il y a les élections des maires où nous élisons nos maires avec les conseils municipaux, même ceux qui dirigent nos différents établissements scolaires. Donc voilà en fait la manière dont nous pouvons catégoriser les élections aux États-Unis. Voilà, une fois encore, merci. Vous savez, dans nos pays, nous sommes habitués à un nombre pléthorique de partis politiques. Est-ce la même chose aux États-Unis? Combien de partis politiques environ nous avons aux États-Unis et comment fonctionnent ces partis politiques? Ce que je peux dire, c'est que nous avons aux États-Unis, nous avons plus de 2 partis politiques. Le problème, c'est qu'il y a 2 partis que nous écoutons. Majeur. La plupart du temps, il y a le Parti démocratique et puis le Parti républicain. Mais en dehors de ces partis-là, il y a d'autres petits partis politiques aux États-Unis. Par exemple, il y a le Parti des libertariens et puis il y a le Parti des Verts. Donc, voilà en fait. Mais ces petits partis-là, la plupart du temps, on n'entend pas parler. Voilà. Mais ils peuvent changer quand même le cours des choses aux élections parce qu'il suffit que ces petits partis-là prennent 2 ou 3% des votes et puis quelqu'un peut perdre ou gagner une élection, quoi. Voilà.
Alors, ils peuvent changer quelque chose, ils peuvent changer le cours des élections selon que un parti ait obtenu un certain nombre de voix. Justement, voilà la question qui me vient à l'idée. Alors, quand nous parlons des élections, et aujourd'hui nous savons qu'il y a un tapage médiatique autour de l'élection présidentielle et nous avons déjà suivi le traditionnel face à face des deux partis majeurs des républicains, du représentant du parti républicain et celui du parti démocrate. Alors, si en dehors de la médiatisation de l'élection, comment saurions-nous qu'il y a une élection en vue, une élection sénatoriale, une élection présidentielle, une élection, comme vous les avez cité tout de suite? En fait, les États-Unis n'ont pas une structure extrêmement précise où les gens doivent savoir qu'il y a telle et telle élection. Ce qui est clair, lorsque nous parlons par exemple du niveau fédéral, on sait que le président de la République des États-Unis est élu chaque 4 ans pour un mandat d'une fois, un mandat renouvelable une seule fois. Et c'est le premier mardi du mois de novembre, après le premier lundi. Ça faut être clair. Le premier mardi après le premier lundi du mois. Donc ça, nous savons que c'est comme ça. Donc chaque novembre, on sait qu'il y aura ces élections. Et puis au même moment, c'est la période où nous avons l'élection des représentants de la basse chambre et puis l'élection des sénateurs. C'est toute la chambre des représentants, les 435, ils sont élus chaque 2 ans. Pour le Sénat, qui comprend 100 membres, le tiers est élu chaque 2 ans également. Leur mandat, c'est pour un mandat de 6 ans, mais chaque 2 ans, le tiers est élu. Donc, au moins pour l'élection fédérale, tout est fixé, on sait ce qui va arriver. Maintenant, au niveau des États, les choses diffèrent. Il y a certains États qui alignent leurs élections sur le système fédéral, il y a d'autres qui ne le font pas. Et au niveau local, c'est complètement différent. Par exemple, je vais prendre l'exemple de East Moulins et même de Moulins, par exemple. Au niveau des élections des maires ou des conseils municipaux, ces gens-là seront renouvelés l'année prochaine, pas cette année. Je crois qu'à East Moulins, je crois que ce doit être en février ou mars de l'année prochaine. Et puis à Moulins, ces conseils municipaux, si j'ai bonne mémoire, ce sera en juillet ou août de l'année prochaine. Mais la seule manière de savoir, c'est que nous, en tant que communauté, nous devons mieux nous organiser pour s'assurer que nos frères et sœurs qui sont des citoyens américains soient au courant de ces élections à venir pour qu'ils puissent assumer leur devoir civique. Voilà. Assumer notre devoir civique, c'est le civisme, c'est faire le civisme du pays. Alors, vous avez dit que la carte du résident permanent ne vous permettra pas de voter. Alors, quels sont les critères pour être légal, pour pouvoir voter? Quels sont les critères? La première des choses, c'est qu'il faut être citoyen américain. Il faut avoir 18 ans le jour de l'élection. Il faut que vous résidez, ça dépend de l'État. Par exemple, les Iowa, là, il faut que vous résidez dans cet État-là. Voilà les petits critères pour être en mesure de voter. Il y a d'autres États spécifiques, par exemple en Floride, à un moment donné, si vous avez été condamné de certains crimes, vous ne pouvez pas voter. Mais la plupart des États sont libéraux en cette matière, ou si vous avez la citoyenneté américaine, vous avez 18 ans, donc vous avez le droit de voter. Alors, les enjeux électoraux sont vraiment nombreux, que ce soit aux États-Unis ou dans un autre pays, et il est essentiel que tout le monde remplisse son devoir civique. Alors ici, les États-Unis, c'est un vaste pays, et comment savoir le lieu où aller voter? C'est une excellente question également. Et si vous êtes citoyen américain et vous étiez enregistré pour voter, votre county ou bien le département dans lequel vous vivez, il vous envoie votre carte d'électeur. Ils envoient ça toujours. Sur ces cartes d'électeur, vous allez trouver votre lieu où vous devez voter. Voilà. Ça, c'est clair. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Par exemple, je prends l'exemple de Rock Island County spécifiquement. Et ceux qui résident dans le Rock Island County,
peuvent commencer déjà par voter plutôt à partir du 26 septembre. Ils peuvent commencer par voter, ils peuvent aller dans le building de Rocaland Candy et aller voter. Faire leur devoir civique. Ils ne sont pas obligés d'attendre le 5 novembre pour le faire. Si vous habitez par exemple à Scott County, dans l'Iowa, ça commence le 21 octobre. Donc vous n'êtes pas obligé d'attendre le jour de vote et dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé, il y a mon enfant qui est tombé malade, c'est pourquoi je n'ai pas pu assumer mon devoir civique. Donc pour ceux qui ne résident pas dans ces deux counties, j'ai toujours encouragé les gens à aller sur le website de leur département ou bien du county dans lequel ils vivent. S'ils vont sur le website, ils vont trouver toutes les informations en ce qui concerne les élections dans leur lieu. Voilà. Alors pour éviter les désagréments de dernière minute, on peut aller accomplir son devoir civique bien avant, selon les dates que vous avez citées et selon votre lieu de résidence. Alors, est-il vraiment important d'aller voter et quels sont les enjeux électoraux pour nous, les immigrants? Et je ne dirais pas est-ce qu'il est important, il est extrêmement important pour que les gens aient assumé leur devoir civique. Et j'ai toujours vécu par un principe que si tu n'es pas à la table, tu es sur le menu. Ça veut dire que si tu ne choisis pas la personne qui peut défendre tes intérêts, alors personne ne discutera de ton problème. Donc maintenant, en tant qu'immigrant, lorsque nous allons prendre le contexte de l'élection présidentielle, par exemple, nous avons deux candidats. Il y a le candidat républicain qui est Donald Trump, et puis nous avons le candidat démocrate Kamala Harris. Pour que les gens sachent ce que ces gens-là peuvent faire lorsqu'ils seront élus, il y a toujours quelques critères par lesquels moi, personnellement, je vis. Le premier critère, c'est qu'il faut aller sur le website de ces gens-là pour voir quels sont ce qu'ils proposent comme projet de société. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut prêter attention à ce que ces gens-là disent. C'est important. La troisième chose, si ces gens-là ont eu à travailler, soit pour le gouvernement ou dans le privé, il faut aller voir ce que ces gens-là ont accompli. Le quatrième critère, c'est que toi-même, que tu aies une famille ou pas, ou bien que tu es spécialement quand tu as des enfants, et tu veux parler de leader, est-ce que la personne pour qui tu vas voter, tu peux encourager ton enfant ou bien toi-même à regarder cette personne que voilà ce que je veux en un leader. Voilà. Et puis le cinquième critère, c'est que si je vote pour cette personne et je m'asseye 10 ans après, quelle sera mon analyse de la décision que j'avais prise? Voilà pour moi personnellement, voilà les critères que j'utilise. Chacun peut déterminer son critère. Wow. Mais il est très important, surtout en tant qu'immigrant, que nous faisons très attention lorsque nous allons voter. Wow. Donc voilà. Voilà, grosso modo, c'est pour dire qu'il est important d'accomplir son devoir civique, d'aller voter. Ça, c'est une chose. Et l'autre est de savoir pour qui voter. Alors, nous ne sommes pas ici pour diriger quelqu'un pour un parti ou un autre. Mais nous sommes là pour dire aux gens qu'il est important de voter. Le vote est très important, mais il faut savoir voter. Il faut d'abord voter le candidat dont le projet de société vous convainc le plus. Voilà en quelque sorte ce que nous voulons dire à notre communauté. Et donc, quand ils iront voter, de faire le choix qui leur paraît judicieux. Alors, si vous pouvez donner un conseil actuellement à quelqu'un qui nous suit, qui nous regarde, qu'est-ce que vous pouvez lui dire concernant les élections aux États-Unis, concernant les élections qui sont dans quelques semaines? Non, bon, ce que je dirais spécifiquement pour les élections à venir, c'est que les gens réfléchissent au pourquoi ils veulent supporter tel ou tel candidat. Par exemple, ces deux partis politiques qui nous présentent aujourd'hui les candidats, ils ont des idéaux complètement différents. Par exemple, quand vous allez voir le Parti républicain qui, dans leurs idéaux, sont un parti conservateur, et ils se disent que
ce qu'ils veulent dans une société, c'est un rôle tellement limité du gouvernement dans la vie des gens. Et ils veulent que les impôts que les gens payent soient réduits. Et ils comptent sur le commerce libre. Et donc, voilà un peu les idéaux du Parti républicain. Quand vous allez voir le Parti démocrate, c'est un parti qui dit que le gouvernement a un rôle à jouer dans la vie des gens et pour s'assurer qu'il y ait de l'égalité à l'avenir. Ils pensent à l'inclusivité en général et ce sont des gens qui disent que il doit y avoir un impôt progressif. Ça veut dire que plus tu gagnes, plus tu dois payer un impôt et que l'environnement est important à maintenir pour les générations à venir. Voilà en fait les idéaux de ces deux partis. Maintenant, dans la pratique, et compte tenu du candidat que vous avez en face de vous, j'ai eu les 2 derniers jours, beaucoup de gens me posent des questions très souvent sur l'immigration et puis sur l'avortement spécifiquement. En matière d'avortement, ce que j'ai toujours dit aux gens, c'est que le Parti républicain qui a toujours dit que le gouvernement doit avoir un rôle limité dans la vie des gens. Ce sont eux également qui passent des lois ou des décrets pour qu'une femme n'ait pas le droit d'aller faire un avortement. Le Parti démocrate qui dit que le gouvernement a un rôle à jouer dans la vie des gens, ce sont eux aujourd'hui qui disent que, en principe, le gouvernement ne doit pas s'impliquer dans la décision d'une femme à faire un avortement. Que c'est une décision qui reste entre cette femme-là, son mari et son médecin. Donc le gouvernement n'a pas de rôle à jouer. Maintenant, dans ce contexte, je sais que dans les discussions, ou bien ce que les gens disent, c'est que tel parti, ou bien le Parti démocratique est en train de dire aux gens d'aller faire un avortement. Il n'y a nulle part aux États-Unis où un parti dit aux gens d'aller faire un avortement. Ce qui existe aux États-Unis, c'est que le Parti démocrate, par exemple, ils disent qu'il faut laisser le choix à cette personne de prendre sa décision. Et l'autre question que beaucoup de gens ont posée, c'est en matière d'immigration, qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce qui va arriver, des choses comme ça. Donc, il y a une loi d'immigration qui régit les États-Unis. Et un président peut venir et faire un projet de loi qu'il peut envoyer au Congrès et demander au Congrès de faire des changements. Ces changements-là peuvent affecter la vie des immigrants, qu'on le veuille ou pas. Donc, ça appartient à tout un chacun et lorsqu'ils vont prendre leur décision, de se dire voilà ce que je vais faire, voilà ce que je ne veux pas faire. Alors, il y a un débat où les gens me posent tellement de questions sur cette histoire de nos frères et sœurs haïtiens qu'on accuse de voler les chiens et les chats et de les manger. Et les gens disent que cela ne leur concerne pas. Moi, ce que j'ai toujours dit aux gens, c'est que ça nous concerne tous. Quand vous êtes un immigrant, vous êtes un immigrant. Et on vous reconnaît soit par ton accent, soit par la couleur de ta peau. Même les Noirs américains qui sont ici, et parfois ils traversent la même chose. Donc, c'est à nous de savoir lorsque nous voulons effectivement voter, de discuter entre nous en tant que famille, de parler à nos pasteurs si nous pouvons le faire. Et si les gens veulent prier là-dessus avant de le faire, il faut qu'ils le fassent avant d'aller voter. Voilà un peu. Alors, comme je le disais, notre objectif n'était pas d'orienter les gens dans leurs décisions électorales. C'était juste d'éclairer la lanterne de la communauté, de tout immigrant qui aurait des soucis concernant les élections généralement aux États-Unis. Je pense que nous avons parcouru de fond en comble ce que c'est que les élections aux États-Unis et comme vient de le dire notre invité, M. Georges Tounou, alors avant d'aller voter, il faut qu'on ait une idée sur le projet de société de notre candidat et il faut que nous fassions un choix qui, dans le futur, nous serait vraiment profitable. Alors, je pense que nous sommes arrivés au terme de cet entretien, mais avant de rendre l'antenne, je vais demander à notre invité s'il a un mot de fin.
Non, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler sur un petit papier ou bien brochure pour donner les informations, surtout en matière les gens qui vivent dans le Quad City, et sur les lieux où ils peuvent aller pour voter dans cette élection. Et le papier n'a rien à voir sur les projets ou bien supporter telle personne. Et c'est juste pour donner des informations sur les websites où les gens peuvent aller, également les différents lieux où les gens peuvent aller pour aller voter. Et nous sommes convaincus que ce papier sera prêt au plus tard à la fin de la semaine prochaine et disponible. Donc, merci. Une fois encore, merci. Et ça a toujours été un plaisir de vous avoir. Et je pense que vous avez éclairé notre lanterne. Et nous sommes très ravis. Et nous appelons toute notre communauté, tous les immigrants qui remplissent les conditions d'aller voter et d'aller voter la personne ou le parti dont le projet de société leur sont profitables ou leur sont convaincants. Merci et jusqu'à ce qu'on se retrouve, portez-vous bien.